est quand même dans un endroit assez exceptionnel. On ne nous a pas encore parlé de cet endroit, mais on va le faire. Est-ce que vous avez remarqué ici cette porte qui est d'origine, qui a été totalement restaurée? Tout a été conservé, si vous regardez, évidemment pas cette énorme porte là-bas. Donc, ce site est exceptionnel. C'est le moment de vous en parler. On vous parlera également de l'observatoire de Meudon qui est à côté. D'ailleurs, c'est la première partie de cette présentation. Ça va être l'observatoire. Vous savez qu'il y a des chercheurs, vous avez quelques exemples. On est très content d'avoir eu des femmes chercheurs. Je fais une petite parenthèse. Vous avez une association qui se trouve là-bas, qui est une association des pilotes françaises, des pilotes féminins, qui est là, et n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils veulent faire la promotion. Il y a un pilote de ligne qui est là-bas, une pilote de ligne. Et donc, c'est sympathique de pousser un peu les jeunes femmes à venir choisir aussi ces métiers. Voilà. Il est chercheur à l'Observatoire depuis 2004. Il connaît le sujet vraiment très très bien. Notamment, il travaille sur le télescope, le télescope géant de l'Europe, voilà, qui s'appelle ELT. Voici donc avec nous Yann Clémet qui va nous parler de l'Observatoire de Meudon. Bonjour à tous. Donc, comme on vous l'a juste dit, je vais vous présenter les instruments et les coupoles qui se situent pas très très loin d'ici, sur le site de l'Observatoire de Meudon, qui est un des sites de l'Observatoire de Paris. Voilà, ça fonctionne. Donc, en deux mots d'abord, l'Observatoire de Paris, c'est un grand établissement qui a été fondé en 1667, qui est membre fondateur d'une grande université maintenant qui s'appelle PSL, qui a trois missions principales: faire de la recherche, bien sûr, mais aussi faire de la formation, de l'enseignement, et faire de la diffusion de la culture scientifique. Donc il y a trois sites de l'Observatoire. Il y a celui de Paris, qui est le site historique. Il y a un site à Meudon, qui est juste à côté. Si vous êtes meudonnais, vous avez probablement vu la grande coupole dont je vais parler dans 2 minutes. Et puis il y a un site dans le Cher, à Nançay, avec un grand radiotélescope. Vous voyez l'image en bas. Et l'Observatoire de Paris regroupe à peu près 800 personnels, qui sont soit chercheurs, soit ingénieurs, soit administratifs. Et il y en a à peu près la moitié sur le site de Meudon. Alors, d'abord, rapidement, le site de Meudon. Donc, il y a eu un ancien château qui a été construit, on appelle ça château vieux, qui a été détruit. Et ensuite, le château neuf a été construit pour le grand dauphin, le fils de Louis XIV. Je vais passer très rapidement à une époque, on va dire, qui a été assez fatale pour ce bâtiment, puisqu'il a subi un incendie à la fin de la guerre avec les Prussiens, à peu près en 1871. Et toute la partie supérieure et les ailes du château ont dû être modifiées, enlevées, pour pouvoir ensuite installer la coupole que vous connaissez. Donc vous avez ici deux images, le château avant l'incendie et en bas le château après l'incendie. Le site a été racheté donc par Jules Janssen, qui est le fondateur de l'Observatoire de Meudon, en 1875. Et c'est lui qui a installé cette grande coupole que vous pouvez voir aujourd'hui. Et c'est seulement en 1927 que cet observatoire de Meudon a été rattaché à l'Observatoire de Paris. Alors, une photo, on va dire, c'est une photo Google. Là, vous voyez une vue de dessus de l'observatoire. Et j'ai entouré les différents sites que vous allez voir, les différentes coupoles que vous allez voir au fur et à mesure, et dont je vais vous parler. Donc d'abord, la grande coupole. Donc, qui, à l'intérieur, dispose d'une grande lunette, qui est en fait une lunette double, qui est la lunette la plus grande d'Europe et la troisième plus grande lunette dans le monde, qui a été mise en service peu de temps après la création du site de l'Observatoire de Meudon. Et historiquement, elle a permis deux grands faits d'armes. Elle a deux grands faits d'armes. C'est la démonstration que Uranus a une rotation rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse des autres planètes du système solaire. Et puis l'affirmation d'une théorie qui était alors en vogue, la théorie des canaux martiens. Dans la communauté scientifique, on pensait qu'il y avait des martiens qui avaient créé des canaux qui étaient tout rectilignes sur la surface de Mars. Et c'est grâce à la grande lunette que vous voyez en bas là, qui a été démontrée, qui a été infirmée, cette hypothèse de canaux martiens. Et vous avez à droite là, les planches de l'observateur qui a démontré qu'il n'y avait pas de canaux à ce moment-là. Donc cette coupole, elle était endommagée pendant la tempête de 99, et elle a été restaurée ensuite à partir de 2005. Vous avez en haut la photo où on voit la coupole avec le cuivre qui est d'origine, et puis ensuite la photo en bas avec le cuivre qui a été rénové. On a refait toute la coupole, toutes les plaques. Malheureusement, j'imagine que beaucoup de Meudonnais aimeraient pouvoir visiter ce site, mais on a des problématiques
de conformité aux normes de sécurité, ce qui fait qu'on ne peut pas malheureusement vous accueillir sur le site. Deuxième coupole historique, c'est la coupole du 1 mètre. Donc c'est une petite coupole qu'on appelle la coupole sud, qui a été créée à peu près de façon concomitante avec la grande coupole. Vous avez la photo en haut à droite là. C'était donc un télescope de 1 mètre, c'est le diamètre du miroir primaire de ce télescope, avec une monture un peu particulière à berceau, qui a été modifiée dans les années 70 par un astronome de l'observatoire qui s'appelle Audouin Dollfus, et qui servait beaucoup pour l'observation de planètes. Alors aujourd'hui, cette coupole, elle ne sert plus bien sûr à des observations scientifiques, parce que la qualité du ciel n'est pas assez bonne, comme le disait Nour tout à l'heure. Donc aujourd'hui, elle sert surtout à l'enseignement, et quand c'est possible, aux ouvertures au public. Bientôt, il va y avoir la fête de la science à la fin du mois d'octobre. Je vous invite à vous inscrire sur le site de l'Observatoire et vous pourrez venir visiter cette coupole et ce télescope. Autre coupole, qui est une coupole jumelle, en fait, c'est la même, coupole nord, qui, elle, accueille un télescope infrarouge de 32 cm, donc un petit peu plus petit quand même, et qui a la particularité d'avoir volé dans un avion Caravelle pour pouvoir se soustraire aux effets de l'atmosphère, encore une fois, comme l'expliquait Nour, et pour pouvoir observer dans l'infrarouge sans subir tout le rayonnement de l'atmosphère. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est utilisé pour l'enseignement et il utilise un miroir secondaire, je pourrais répondre aux questions si vous voulez les détails, qui est vibrant, qui bouge très très vite et qui permet justement de soustraire la contribution de l'atmosphère à l'image qu'on enregistre. Maintenant, la coupole de la table équatoriale, qui est un petit peu plus récente, qui date de 1927, qui elle donc c'est un diamètre de 11 mètres, il a été rénové assez récemment, il y a une dizaine d'années. Et elle accueille un télescope de 60 cm, qui est encore une fois utilisé pour l'enseignement et pour les ouvertures au public. Donc vous pourrez voir lors de la fête de la science en octobre si vous venez sur le site. Un autre instrument un peu particulier qu'on peut voir aussi quand on est dans Meudon, c'est la tour solaire. Donc c'est une tour qui a à peu près 35 mètres de hauteur, qui a été achevée à la fin des années 60 et qui sert à observer le Soleil. Il faut savoir qu'historiquement, le site de Meudon a été, on va dire, construit pour observer le Soleil. C'était vraiment un des buts de la création de l'observatoire. Vous verrez ensuite, je vous détaille d'autres instruments solaires. Et donc tout en haut, il y a un collecteur de lumière qui vient diriger la lumière le long du tube. Et en bas, il y a un bâtiment avec un instrument qui sert à analyser la lumière, un spectrographe, et qui est un des plus grands spectrographes pour ce type d'observation, qui malheureusement n'est plus utilisé actuellement parce qu'on ne l'a pas entretenu, simplement. Alors voilà, j'en viens aux autres instruments solaires du site de Meudon. En bas, vous avez un bâtiment avec à l'intérieur un autre spectrographe et différents collecteurs de lumière qui servaient à alimenter cet instrument. Donc à gauche, un instrument qui est toujours utilisé, un célestat. À droite, un sidérostat, le sidérostat de Foucault, pardon, et en haut, un héliographe. Alors, les observations, comme je le disais, du Soleil, c'est historiquement un des buts de la création de l'observatoire. Donc, depuis la création de l'observatoire, on observe régulièrement, tous les jours, le Soleil pour voir comment il évolue, pour en déterminer les cycles. Donc, on a plusieurs milliers de clichés du Soleil, et c'est un service qu'on offre à la communauté des astronomes pour pouvoir ensuite étudier le Soleil. Donc les autres instruments, j'en ai déjà parlé, je vais passer. Là, vous avez un instrument un peu particulier, beaucoup plus récent, qui s'appelle SST-Gate. C'est un prototype, vous voyez la photo en bas à gauche, c'est un prototype d'instrument qui va servir pour un grand observatoire qui sera installé au Chili. Ce prototype a été inauguré en 2015 et c'est un démonstrateur d'un instrument qui sert à collecter la lumière due au rayonnement gamma des sources qui sont très très lumineuses, très très intenses dans le ciel. En fait, les rayons gamma rentrent dans l'atmosphère, créent des gerbes de particules et créent en même temps un rayonnement lumineux, un rayonnement Cherenkov, c'est le rayonnement qu'on observe dans les centrales nucléaires, dans les piscines, un rayonnement bleu. Et donc il y a un flash lumineux de rayonnement Cherenkov qui peut être observé grâce à ces télescopes et à des caméras très très rapides.
Et grâce à l'utilisation de plusieurs télescopes, on fait de la triangulation, on arrive à remonter à la position des sources, comme c'est illustré sur l'image en bas à droite. Voilà, je voulais conclure. J'ai un petit peu d'avance, je suis allé vite. Donc l'observatoire, vous devinez bien qu'il a un patrimoine qui est exceptionnel et très très riche. La situation des coupoles et des instruments est vraiment diverse. On a des instruments qui sont, on va dire, vivants. Hein, c'est des instruments patrimoniaux, mais ils sont vivants parce qu'ils sont utilisés pour l'enseignement. Alors pourquoi l'enseignement? Parce que, comme on le disait lors du passage des personnes précédentes, là maintenant on va observer surtout à Hawaï ou au Chili. Ici, on enseigne aux futurs astronomes à utiliser les matériels qui ensuite ils vont pouvoir utiliser dans les grands observatoires. Alors, l'utilisation scientifique aussi pour le Soleil, comme je l'ai dit, ça continue tous les jours. On observe le Soleil dès qu'il y a un rayon lumineux, dès qu'il y a un rayon de soleil, pardon. Et puis, il y a aussi malheureusement des instruments qui sont à l'abandon parce que on n'a pas les moyens à l'observatoire, on n'a pas le financement qui permettent d'entretenir ce patrimoine. Et donc certains instruments sont à l'abandon. Et je terminerai en disant que Meudon est un site qui, vous avez bien compris, est fortement imprégné par l'instrumentation. C'est à l'Observatoire de Meudon qu'on a tous ces instruments historiques et qui nous servent ensuite à pouvoir faire la conception d'instruments pour le futur. Donc vous voyez 3 illustrations en bas. Le LT, donc c'est un télescope géant de 40 mètres qui sera installé au Chili dans une petite 5-6 ans, on va dire, si on est optimiste. CTA, dont j'ai déjà parlé. Et puis à droite, SCA, qui lui fonctionne dans le domaine radio. Et ce sont des illustrations des instruments au sol, mais bien sûr, à l'Observatoire de Meudon, on travaille aussi sur des instruments pour le spatial. Et on a parlé de Persévérance tout à l'heure et de Supercam. Dans les bâtiments de l'Observatoire, on a développé une partie de cet instrument. Voilà, j'ai fini. Oui, merci beaucoup Yann. Il faut rester avec nous, hein, puisque tout à l'heure il y aura des questions. Allez-y. Petite annonce, pour ceux qui connaissent le film Star Wars, demain on a un événement exceptionnel, c'est qu'on a l'arrivée de Paul Hirsch. Alors pour ceux qui connaissent vraiment bien ce film, Paul Hirsch est le monteur de l'épisode 4 et 5 qui viendra passer à peu près 1 heure pour signer des autographes. Hein. Paul Hirsch est en visite à Meudon, c'est assez exceptionnel, c'est demain après-midi. Voilà. Il y aura aussi bientôt une petite démonstration du dirigeable hein, qui va venir. En attendant, on va voler très très haut puisqu'on va accueillir le général Alban. Général Alban qui a été le commandant de la 7e escadre française de Mirage. Il va nous parler de dirigeable parce que c'est une de ses passions. Enfin, il a fait énormément de choses, mais il est passionné par ce secteur des dirigeables. C'est lui qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans ce lieu absolument incroyable au fil des années jusqu'à la décision, il y a une dizaine d'années, d'en faire un patrimoine, enfin un lieu de culture et de partage scientifique. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on m'a demandé de vous raconter un petit peu l'histoire du hangar Y. C'est une histoire, j'espère, qui va vous passionner. C'est un site que je connais depuis pas mal de temps parce que, à l'époque, pas très loin d'ici, à quelques 200 mètres d'ici, il y avait un autre hangar. Il y a toujours d'ailleurs un autre hangar dans lequel était installé le musée de l'air, le tout début du musée de l'air. Donc je vais commencer par un rappel sur le contexte du hangar Y. Les ballons et les dirigeables, comme vous le savez, sont des plus légers que l'air. Ils ont été les premiers à conquérir la 3e dimension, on va dire pour le bien de l'humanité. Le premier vol d'un ballon remonte au 19 septembre 1793. Ça se passait tout près d'ici, à Versailles précisément, et à l'époque on parlait d'une montgolfière puisque ce sont les frères Montgolfier qui ont fait ce premier vol. C'était un ballon à air chaud. Un mois après, c'est au tour de Pilâtre de Rosiers
de faire un vol sur un ballon à air chaud. C'est ce que vous voyez sur l'image en question. Et puis, il va falloir attendre presque 80 ans pour trouver une solution pour qu'on puisse diriger ces ballons. Et donc, on va arriver à ce qu'on appelle des dirigeables. On peut noter à ce propos que la première compagnie aérienne, qui s'appelait la Compagnie Générale Transaérienne, la CGT, ça ne s'invente pas, fut d'abord équipée de dirigeables. Et puis, il y a eu des planeurs, bien sûr. Et puis, le problème pour passer d'un planeur à un aéronef, je dirais, autonome, eh bien, il a fallu attendre que l'on sache construire des moteurs suffisamment légers. Les tout premiers moteurs ont été des moteurs à vapeur. C'est ce que vous voyez sur cette image. Vous voyez une image de l'Éole. Alors, certains prétendent que l'Éole, qui est un avion français, donc, certains prétendent que l'Éole a été le tout premier avion au monde à voler. Bon, la discussion est toujours ouverte, mais il y a eu les frères Wright un petit peu plus tard, donc Éole 1998 et les frères Wright 2003. Donc on a réussi à faire des avions équipés de moteurs thermiques, mais avant, on a également équipé les dirigeables de moteurs électriques. Donc on est en 1875, un jeune capitaine du génie qui s'appelle Monsieur Renard, Charles Renard, est chargé par la commission des communications par voie aérienne d'étudier des aérostats, et ça c'est pour la défense du pays. Autrement dit, ce sont des aérostats à vocation militaire. En 1877, l'établissement central d'aérostation militaire est créé ici, à Chalais-Meudon. Charles Renard en est nommé directeur, bien sûr, et il obtient une dotation de 200 000 francs de la part de Gambetta, qui est président du conseil à l'époque, lequel Gambetta est très sensible à l'aérostation parce qu'il a réussi à quitter en ballon Paris assiégé pour rejoindre la ville de Tours, en fait, concrètement. Grâce à ces 200 000 francs, Monsieur Renard donc, va réussir à construire un hangar en utilisant donc des grandes structures métalliques de la galerie des machines de l'exposition universelle, donc qui a été faite en 1878 pour en faire, on va dire, un immense hangar. Alors cette subvention va lui permettre d'acquérir les grandes structures métalliques, bien sûr, et il va en faire un immense hangar à dirigeable, un hangar de 70 mètres de long, nous y sommes, un hangar de 41 mètres de large et un hangar de 26 mètres de haut. À l'époque, c'était un véritable trésor de l'architecture industrielle. Quand je dis à l'époque, on est à la fin du 19e siècle, bien sûr. Ce hangar est désigné par la lettre Y, tout simplement parce qu'il est situé à un endroit désigné Y sur le plan, le plan de Chalais, donc, qui avait été levé en 1866. C'est l'ancêtre du PLU, si vous voulez, en quelque sorte. Et le hangar Y est le plus ancien hangar au monde. On va noter au passage qu'il y a un autre hangar à dirigeable en France, en bon état, qui est à Écosville, en Normandie, mais il est nettement plus récent que le hangar Y, puisqu'il date de 1917. Donc Charles Renard va étudier un dirigeable qui fait 50 mètres de long, qui sera équipé d'un moteur électrique. Et il le construit dans le hangar Y. Le 8 août 1884, il s'envole avec un de ses collègues, un monsieur Krebs, et ils vont faire un tour au-dessus de Villacoublay, pas très loin d'ici, donc ils reviennent à leur point de départ et au total, ils parcourent 7600 mètres en 23 minutes, si ma mémoire est bonne. C'est le premier vol contrôlé de l'histoire. On peut noter que l'opinion publique, qui était assez sceptique à l'époque sur ce mode de transport, est tout d'un coup emballée, est tout d'un coup enthousiaste, je dirais, qu'on ait réussi à faire un vol contrôlé avec ce dirigeable.
Malheureusement, il ne reste plus grand-chose de ce dirigeable à France. Il reste une nacelle avec son moteur électrique que l'on trouve au Musée de l'Air et de l'Espace. Ce que vous voyez, donc, c'est une nacelle qui est assez conséquente. On n'est pas loin des 10 mètres de long. On peut noter également, au passage, si vous allez au Musée de l'Air et de l'Espace, qu'il y a une nacelle d'un hangar allemand, qui est le hangar Dixmude. En fait, c'était un hangar fabriqué par Zeppelin. C'est intéressant parce que le dirigeable en question faisait 150 mètres de long. Il y avait 4 nacelles comme ça et elles étaient équipées chacune d'une mitrailleuse. On peut voir à l'arrière, on peut voir donc cette mitrailleuse. Le hangar Y va donc abriter le dirigeable La France, ceci pendant plusieurs années, ainsi que d'autres dirigeables et des ballons, notamment durant la Première Guerre mondiale. Il a servi en particulier pour la fabrication des ballons CACO. Les ballons CACO, c'est, bon, certains disent des mini-dirigeables, ce sont des ballons d'observation, puisque c'était l'utilisation essentielle des ballons à l'époque. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont beaucoup plus stables grâce à l'espèce de dérive que l'on voit sous le ballon. Et puis malheureusement, le hangar est ensuite voué à des tâches subalternes. Il a été utilisé notamment comme réserve au profit du musée de l'Air. Et puis le musée de l'Air déménage au Bourget et on arrive pratiquement à une quasi-ruine. Et puis tout d'un coup, l'espoir va renaître. 1981, le hangar Y est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est une première étape, si vous voulez. En 1990, un monsieur Georges Poisson, qui est conservateur adjoint au musée d'Île-de-France, décide de s'occuper de ce hangar qui est en train de pourrir, en fait, concrètement, avec encore quelques vieux objets à l'intérieur, notamment des vieux moteurs d'avion qui sont en train de rouiller. Voilà. Et puis, une commission est créée pour réfléchir, pour étudier l'avenir de ce hangar qui appartient à ce moment-là au ministère de la Culture. Alors, il y a des idées, il y a plein d'idées qui sont émises, par exemple, d'en faire un théâtre, un manège à chevaux et pourquoi pas une cathédrale. Finalement, la raison, elle a emporté. Et on va décider d'en faire un musée de l'aérostation qui rappellera l'histoire justement de Meudon dans le domaine du plus léger que l'air. Et le hangar est à ce moment-là classé monument historique. Il était prévu que le dirigeable La France serait la pièce maîtresse, je dirais en quelque sorte, dans ce magnifique hangar. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de dirigeable La France, il ne reste que le moteur électrique avec sa nacelle. Et puis, un monsieur Dollfus, Audouin Dollfus, va prendre le relais. Audouin Dollfus, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, astronome, astronaute, qui a réussi à monter à 30 km d'altitude avec, au bout d'une corde, enfin, donc c'est la capsule que vous voyez là, qui est une capsule pressurisée, donc était attachée à une corde et il y avait 500 ballons d'hélium pour monter la nacelle en question. Donc, Audouin Dollfus va prendre le relais pour faire avancer le dossier du hangar Y et il va être aidé dans cette tâche d'une part, bien sûr, par les maires qui sont succédés. D'abord, M. Marseille, le sénateur Marseille maintenant, et Denis Largaro, notre maire, qui a énormément œuvré pour faire aboutir ce dossier. On peut rajouter également qu'une association qui s'appelle l'Association pour un centre européen des ballons et dirigeables est créée à ce moment-là et elle va aider également à la poursuite des réflexions. Et puis on aboutit à ce magnifique hangar avec cette très belle image que l'on voit de ce magnifique hangar. Donc en 2009, la toiture va être faite. Après, il y a encore quelques atermoiements parce que il faut trouver de l'argent. Il faut trouver également une démarche, je dirais, qui satisfasse tout le monde, ce qui n'est pas évident du tout. Et finalement, c'est le groupe Culture et Patrimoine, avec l'aide de la Caisse des dépôts et de consignation, et un petit peu plus tard, le groupe Art Nova, qui vont prendre en main, je dirais, ce dossier
et qui vont en fait le financer concrètement. Quand je dis prendre en main, ça veut dire également mener les études et aboutir à un projet qui va être déposé en 2018, accepté par l'État bien sûr, et un bail amphithéotique est signé à ce moment-là. Les travaux débutent au début de 2020 et puis on voit ce que vous voyez à l'heure actuelle. J'ai voulu revenir à cette belle image parce que tout le monde, on la voit partout, mais elle a non seulement un intérêt, je dirais, graphique, elle est belle cette image, mais en plus, elle prend en compte quelque chose qui s'est passé pendant les 2 jours précédents où on a parlé de mobilité aérienne urbaine, donc les deux sont complètement liés. Je voudrais maintenant terminer mon propos en insistant sur le fait que nous sommes ici, sur un site absolument exceptionnel. Le hangar Y, bien sûr, à 500 mètres du hangar Y, il y a la soufflerie de l'Onera, qui est une des plus grandes de France, avec ses 100 mètres de long, dont le devenir est malheureusement incertain à l'heure actuelle. Et puis, il y a bien sûr l'Observatoire de Meudon, un des plus grands de France, avec ces magnifiques bâtiments qui, je l'espère, va bientôt ouvrir au public. Et bien, pour compléter ce triptyque qui est consacré à l'aviation, à la haute technologie et aux étoiles, donc, il ne manque qu'une structure ludique et pédagogique, avec des attractions innovantes pour permettre à tous les publics de découvrir l'espace, ce que l'on y fait et à quoi sert sa conquête. C'est une structure qui pourrait rendre le site beaucoup plus attractif. Elle serait d'autant plus judicieuse qu'elle pourrait permettre de former les jeunes au métier de l'espace et du numérique, en créant dans cette structure des moyens d'information et de formation et des moyens de développement. La proximité des industriels spécialisés dans le spatial et dans le numérique autour du site, tels que Thales, Dassault Systèmes, etc., offre une véritable opportunité pour cette démarche. J'en ai terminé. Je vous prie de m'excuser pour ces petites difficultés techniques et je suis à l'écoute de vos questions, bien sûr. C'est plus difficile de gérer ça que de piloter un Mirage. On le sait. Voilà, merci beaucoup, Général. Bien clé. L'heure est aux questions. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets-là? Oui, il faut bien faut riser. Non? Est-ce qu'il y a des questions? Si, il y a plein de questions là. Alors, allez-y, monsieur. Je vous ai vu, je viens vers vous juste après. Oui, bonjour, merci pour toutes ces présentations. Vous avez indiqué que la grande lunette n'est plus visitable. Est-ce qu'il y a l'espoir qu'elle soit un jour? Il faut nourrir cet espoir, donc on y travaille. On essaye de réfectionner cette grande lunette et puis l'intérieur de la grande coupole. Après, il y a des questions de coût pour la mise aux normes pour pouvoir accueillir du public. Et ça, malheureusement, c'est une grosse difficulté pour l'Observatoire parce que l'Observatoire aujourd'hui n'a pas les budgets. Donc on essaye de bâtir des projets d'accueil du public d'un peu plus grande envergure qui incluent la grande lunette. Mais à mon avis, ça ne va pas être tout de suite. Il va falloir attendre un certain temps. Oui, ici, il y a à peu près 30 millions d'euros qui ont été investis. Et oui, il y a des ascenseurs qui ont été mis. Il y avait la visite de la sécurité hier. En France, on a des contraintes très, très lourdes. Dès qu'il y a du public, il faut un certain nombre de paramètres. Et franchement, l'Observatoire, il n'a pas été construit en imaginant qu'il y aurait du public demain, quoi. Ça chiffre en millions d'euros, oui, tout à fait. J'ai un complément d'information à donner. La naissance des dirigeables, ils étaient gonflés avec du gaz de charbon. Les premiers dirigeables étaient gonflés avec du gaz très inflammable. Alors, très peu, en fait. Il y a eu des tentatives, effectivement, de gonfler un dirigeable avec gaz de charbon. Ensuite, on a gonflé avec de l'hydrogène, comme vous le savez, avec la dangerosité de l'hydrogène que tout le monde connaît, le fameux accident du hangar Hindenburg. Bon, à l'heure actuelle, les dirigeables sont constitués de ballons remplis d'hélium, mais on est en train, à l'heure actuelle, d'essayer de trouver de l'hydrogène
on va dire, non explosif, on va le dire comme ça. Les gens travaillent là-dessus. Un des problèmes de l'hélium, je pense que vous le savez, c'est que ça coûte très cher. C'est vrai pour les dirigeables comme pour les ballons stratosphériques. Vous savez peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui réfléchissent à emmener des passagers, je dirais, sous des ballons stratosphériques pour les emmener à 30 km d'altitude, sensiblement, et voir la Terre. Donc c'est la même problématique. Si on met de l'hélium, alors juste, c'est un chiffre qui peut être intéressant quand même. Pour emmener 4 ou 5 passagers dans une capsule, je dirais, pressurisée sous un ballon d'hélium, il faut 1 million de mètres cubes d'hélium. Compte tenu du prix du mètre cube d'hélium, je vous assure que ce n'est pas donné. Alors, une question là-bas. Ça coûte plus cher que le gaz, même maintenant? Oui. Vas-y. Est-ce qu'un jour, l'Honora sera ouvert au public? Ah, alors qui c'est qui peut répondre? L'Honora sera-t-il ouvert au public un jour? Alors, ça dépend. Je suppose que tu veux parler de la structure qui est ici, la structure qui est abandonnée depuis. Alors, elle n'est pas totalement. Pardon, je vais être plus précis. Je ne sais pas si Bruno Chanetz ou quelqu'un de l'ONERA est présent. Il me corrigera s'il le faut. Donc, il y a une structure avec la soufflerie et accolée à cette soufflerie, il y a des bâtiments où il y a encore des gens qui travaillent. Bon. La vraie problématique, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la soufflerie. C'est un bâtiment qui est extraordinaire, qui fait 100 mètres de long, avec à l'arrière, si je puis dire, un divergent avec d'énormes hélices. C'est un truc qui est fabuleux, qu'il faut absolument conserver. Alors, la question, c'est qui va acheter, qui va payer la remise en état. Donc, à l'heure actuelle, c'est la discussion qui est en cours, qui va acheter et qui va remettre en état. On peut peut-être ajouter quelque chose quand même. Hein. À l'heure actuelle, il y a des gens qui réfléchissent à mettre en valeur cette soufflerie en y créant des attractions, je dirais, qui tournent autour de tout ce qui est étude des avions, étude de l'aérodynamique, et non seulement ça, mais également étude des fusées, puisqu'on teste des fusées également dans des souffleries. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, le site, il appartient toujours au ministère de la Culture? Oui. Alors, le site d'ici a un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, 34 ans de location avec un loyer qui est payé par l'organisation qui est en charge cet événement. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir énormément de choses ici. Hein. Il va y avoir des défilés avec Chanel. Enfin, ils ont énormément. Il y a le responsable de Culture et Patrimoine qui est ici. Hein. Il ne peut pas témoigner là, mais il y a énormément de choses. D'ailleurs, je voulais dire, il y aura un dirigeable qui va venir ici, mais ce sera une œuvre artistique qui va être installée un peu là-haut, là, qui sera un énorme dirigeable fait par un artiste. Mais ça appartient toujours à l'État, mais l'État, évidemment, n'a pas les moyens d'entretenir ni de faire les travaux. Du coup, il y a un accord qui a été passé avec Culture et Patrimoine et ses investisseurs. Il y a eu à peu près 30 millions d'euros qui ont été investis. Je crois qu'il y a un loyer assez conséquent. Et ils ont maintenant à trouver l'animation pour permettre la vie dans ce lieu. Voilà. Ce qu'on peut dire déjà aujourd'hui, hein, c'est un peu un scoop, c'est que Culture et Patrimoine va reprendre, parce que l'organisation de l'événement ici, elle a été faite par des équipes de Meudon-Vallée. Ce sont beaucoup de bénévoles. Ça va maintenant passer sous l'égide de Culture et Patrimoine, n'est-ce pas, normalement. Ça veut dire que c'est super, ça veut dire que ça va continuer et probablement encore plus se développer. Je voudrais simplement rajouter que ce hangar au départ la remise en état de ce hangar au départ avait pour objectif de créer un musée de l'aérostation. J'espère simplement qu'on laissera un petit peu de place sur le mezzanine, par exemple, pour faire petite présentation de l'aérostation.
D'autres questions? Eh bien alors, on va faire une petite pause. Ce qui va se passer, c'est que l'Estaca qui est là-bas, qu'il faudrait quand même applaudir parce que ce sont des ingénieurs de l'Estaca, ils ont construit ce magnifique dirigeable. Ils vont maintenant le faire voler un peu partout. Et puis, allez-y, hein, chers amis, allez-y. Et je crois qu'ils ont des surprises pour les enfants parce qu'ils vont larguer des choses pour eux, en espérant que ça fonctionne. On continue normalement dans 10 minutes, mais avant cela, on va faire un petit cadeau pour soutenir l'association française des femmes pilotes. Merci en tout cas à nos spécialistes sur les lieux mythiques de Meudon. Merci Monsieur Clévé, merci Général. À bientôt.